Bonjour, je suis Mathieu Garde, consultant sur ECAT, et aujourd'hui nous allons parler des OKR. Alors OKR, ça veut dire Objectives pour le O et Key Results pour les KR. Les OKR, on peut la définir ainsi, donc c'est une méthodologie de management qui permet d'aligner une organisation tout entière sur les mêmes priorités. Alors, pour comprendre un petit peu d'où viennent les OKR, il faut savoir que voilà, la personne à qui on attribue la parentalité des OKR, c'est un monsieur qui s'appelle Andrew Grove. Dans les années 70-80, voilà, Andrew Grove, qui est notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle High Output Management, et qui a posé en premier les bases de la méthodologie OKR. Ensuite, on fait une avance rapide, et puis on arrive dans les années 90 avec un monsieur qui s'appelle John Doerr, qui est le premier grand utilisateur et promoteur de la méthodologie OKR. Donc, Andrew Grove et John Doerr se sont connus. John Doerr a travaillé chez Intel et chez Sun Microsystems. C'est un monsieur qui a gagné pas mal d'argent parce qu'il est détenteur de plusieurs brevets chez Intel. Il a travaillé sur des puces. Et John Doerr est devenu business angel. Il est rentré dans le capital de plusieurs grandes sociétés très connues, dont un certain Google en 1999. Et quand il est arrivé au capital de Google, il le dit lui-même dans son livre Measure What Matters, il a fait cadeau des OKR. Ce qui nous amène, si on refait encore une avance rapide à aujourd'hui, donc de plus en plus de grandes sociétés à travers le monde se sont appropriées les OKR. C'est une méthodologie de management qui marche très bien et qui a été popularisée par son succès, notamment chez Google. Et donc on a aujourd'hui de grandes sociétés un peu partout dans le monde qui utilisent les OKR. On peut citer Spotify, on peut citer Amazon, mais aussi des sociétés bien de chez nous, comme Leroy Merlin, M6, Blablacar. Et vous, aujourd'hui, qui vous intéressez aux OKR. Alors, quand on parle d'OKR, on parle d'abord de O, donc l'objectif qui décrit ce que l'on veut atteindre. C'est la première chose qu'on pose quand on travaille sur des OKR. On va écrire de grands objectifs. Et pour chaque objectif, on va écrire un ou plusieurs KR, donc qui résultent, qui sont des moyens mesurables qu'on identifie et qui vont nous permettre de tendre vers ces grands objectifs. On pourrait dire que les hauts des objectifs sont la description des grandes batailles du moment. C'est une expression que j'aime bien, les batailles du moment. Et les KR qui sont des résultats très ambitieux qu'on va obtenir pour gagner ces batailles du moment. Alors si on prend un exemple, mettons que votre objectif, votre haut, c'est devenir un coureur de fond accompli et performant. Un objectif noble, ambitieux, inspirant. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est quels sont les key results que je vais me poser pour dire j'ai atteint mon objectif, qui est de devenir un coureur de fond accompli et performant. Donc mes deux KR, par exemple, ça va être le premier, courir plus de 100 km sans m'arrêter, parvenir à courir plus de 100 km sans m'arrêter. Et mon deuxième, c'est de pouvoir tenir une moyenne de 4 minutes par kilomètre. Donc ces deux KR-là, si j'arrive à les atteindre, vont me prouver que j'ai bien réussi à atteindre mon objectif, qui est de devenir un coureur de fond accompli et performant. Alors, petite parenthèse, parce que c'est important quand on parle des OKR, il est très important de poser des objectifs qui sont très ambitieux et très inspirant. Alors c'est important parce qu'il faut savoir que la méthodologie OKR repose sur des études, et notamment une étude psychologique qui a été menée par un certain professeur Edwin Locke, qui est psychologue et qui est un des pionniers de la théorie de la fixation d'objectifs, et qui a dit deux choses. Donc la première, c'est que les objectifs durs et ambitieux sont meilleurs moteurs de performance que les objectifs faciles. Et la deuxième chose, c'est que des objectifs précis et clairement formulés donnent des résultats de meilleure qualité que des objectifs vagues. Voilà, ce sont deux théorèmes en psychologie sur lesquels repose la méthodologie OKR.
Et c'est pour ça qu'il est important, dans la rédaction des objectifs, d'être inspirant et ambitieux. Alors, si je peux vous donner quelques conseils dans la rédaction des OKR, c'est que le premier, si on se base sur le théorème de M. Edwin Locke, c'est qu'il faut être précis dans la définition de vos objectifs. Il faut bien comprendre que les OKR, c'est une méthodologie d'alignement. C'est-à-dire que vous allez écrire les OKR, votre organisation va en prendre connaissance et il faut qu'il n'y ait aucun doute sur la direction que vous voulez imprimer. Donc il faut être très précis. Donc par exemple, éviter un objectif un peu vague comme devenir plus écologique, c'est trop vague. Privilégier une variante qui revient au même mais qui est plus précise comme réduire drastiquement nos émissions de CO2. Et puis on ajoute un petit superlatif inspirant au passage parce que c'est important quand on parle d'OKR. Parce que devenir plus écologique, ça peut être réduire la consommation de plastique, réduire les émissions de particules, réduire les émissions de CO2, donc c'est important d'être précis. Le deuxième conseil, c'est de rédiger des objectifs inspirants qui commencent par un verbe d'action ou qui mettent en avant un bénéfice client. Par exemple, fournir, verbe d'action, une expérience de SAV enchanteresse. Oui, c'est comme ça qu'on dit, enchanteresse. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'identifier des KR qui sont le reflet direct de l'objectif. Alors c'est en fait un piège assez classique quand on rédige des OKR, c'est d'identifier des key results qui ne permettent pas directement de témoigner de l'atteinte de l'objectif. Alors par exemple, si votre objectif est de fournir une expérience de service après-vente enchanteresse, un mauvais exemple de KR, c'est de dire on va mettre en place 3 chatbots. Alors, ça ne veut pas dire que mettre en place des chatbots, c'est pas bien, ça ne veut rien dire, mais ça n'est pas parce que vous mettez en place des chatbots que vous allez fournir une expérience de SAV enchanteresse. En tout cas, ça n'est pas le reflet direct de l'atteinte de cet objectif. Donc, on va se poser les questions, qu'est-ce qui témoigne de l'atteinte, véritablement de l'atteinte de cet objectif? Donc, on peut se dire, par exemple, que si j'obtiens un NPS, un Net Promoter Score supérieur à 4,8 et que mes clients notent sur 5, que mes clients donnent une note moyenne supérieure à 4,8 sur 5 après leur expérience avec le SAV, ça c'est le reflet direct de cet objectif et donc ça peut faire un bon key result. Un quatrième conseil, c'est d'écrire des key results qui soient chiffrables, chiffrés et bornés dans le temps. Il faut bien comprendre que quand vous posez des OKR, c'est bien pour quelques semaines à quelques mois plus tard faire le bilan. Relire ces KR et à la lumière des key results, à la lumière des chiffres, faire le point avec vos équipes pour savoir si oui ou non vous avez atteint ces objectifs. Donc si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir mesurer, chiffrer ces KR, vous serez embêté le jour de la restitution. Donc un mauvais exemple de key result, c'est de dire avoir un bon NPS. Un bon NPS, ça n'est pas chiffré. On ne sait pas ce que c'est qu'un bon NPS, et donc c'est important d'avoir cette discussion avant, en posant les OKR. Qu'est-ce qu'un bon NPS et quel est le seuil qu'on veut atteindre. Et puis le dernier conseil, c'est de ne pas vous noyer sous les key results. On va se dire que 2 à 3 key results par objectif, c'est généralement bien. Voilà. Il n'en faut pas plus. On s'aperçoit assez vite que quand on a 4, 5, 6 KR par objectif, on en a qui sont redondants ou qui ne veulent pas dire grand-chose et qui ne sont pas le reflet direct de l'objectif. Donc 2 à 3 KR maximum par objectif, c'est bien, sachant que vous pouvez très bien aussi n'en poser qu'un seul. Il n'y a pas du tout de contre-indication, on peut très bien avoir un objectif avec un seul qui résulte. On peut aussi introduire une notion de temporalité dans les OKR. Alors vous pouvez poser de grands OKR qui sont très lointains, qui vont être très inspirants et très aériens. Donc par exemple, si vous dites, on a un OKR qui est devenir le champion incontesté du service client, avec des KR qui vous permettent de mesurer ça, donc par exemple une satisfaction supérieure à 9,5 sur 10, et puis un deuxième KR qui est, par exemple, d'obtenir un rang excellence à un certain baromètre de la relation client. Ça dépend d'où vous partez, mais devenir le champion incontesté des services clients, ça ne va pas se faire en 2 jours.
On peut raisonnablement se dire que c'est un OKR à horizon 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, peut-être même plus. Donc c'est un objectif qui va traditionnellement être impulsé par la direction, qui veut dire où on veut aller. Voilà, la bataille du moment, c'est le service client, c'est très important pour nous, on se focalise là-dessus. Donc un OKR qui est plutôt top-down, avec un horizon entre 1 et 3 ans. Et puis, il est tout à fait possible, alors on peut s'arrêter à ce niveau-là, on peut se dire les OKR, voilà, on donne la direction, mais il est tout à fait possible de compléter ces OKR très aériens par des OKR qui sont beaucoup plus proches en termes de temps ou proches du terrain, qui vont peut-être permettre de décomposer ces grands OKR très stratégiques. Donc, par exemple, pour devenir le champion incontesté du service client, eh bien, il va falloir faire deux choses qui sont un peu plus court terme. Il va falloir d'une part être ultra proactif dans la résolution des problèmes clients. On ne va pas attendre qu'ils nous contactent, on va les contacter pour anticiper, avec des KR qui peuvent être 100% des clients sont appelés proactivement pour savoir si tout va bien. Et puis moins 50% de tickets de support ouverts. Parce qu'on peut raisonnablement se dire que plus on est proactif, moins on va avoir de problèmes entrants. Parce qu'on arrive à résoudre les problèmes avant que les gens nous les soumettent. Et puis on peut avoir un deuxième OKR qui est répondre plus rapidement que jamais aux demandes. Avec comme KR, 100% des demandes clients sont résolues en moins de 24 heures. C'est un bon KR qui est un bon reflet de cet objectif. Et donc sur ces deux derniers OKR, qui sont un peu plus opérationnels, qui peuvent tout à fait être impulsés par les équipes. Là, on a un mouvement qui peut être beaucoup plus bottom-up, avec des équipes qui disent moi, cet grand OKR stratégique, voilà comment moi, je pense qu'il faut l'atteindre, voilà comment moi, j'ai envie de contribuer à ce grand OKR stratégique, avec un horizon, une échéance un peu plus courte, qui peut se chiffrer en semaines ou en mois, voilà, 2, 3, 4 mois. Alors à ce stade, on peut se poser la question, pourquoi les OKR? À quoi ça sert? On a expliqué comment ça marche, mais à quoi ça sert les OKR? Alors, une première chose importante, c'est que avoir une discussion autour des OKR, c'est une bonne manière de définir les priorités sur lesquelles on veut animer l'organisation. Et c'est une bonne discussion. Alors parfois c'est très clair, et puis dans certaines organisations ça l'est beaucoup moins. Et s'animer autour de ces OKR, ça permet de se mettre autour d'une table et de se dire, ok, sur quoi est-ce qu'on veut focaliser notre force de frappe, là maintenant tout de suite, ou sur l'année qui vient. Et puis la deuxième utilité, c'est d'en informer les équipes. De dire, voilà, une fois qu'on a posé ces OKR, une fois qu'on a posé ces batailles du moment, on en informe les équipes, pour dire, voilà, tout le temps et l'énergie que vous allez consacrer à partir de maintenant, vous allez l'orienter vers ces grandes batailles du moment qu'on a définies. Une troisième utilité, c'est de pousser les équipes à se dépasser. Alors on l'a dit, les OKR, c'est un outil d'alignement, mais c'est aussi un outil de motivation. Ça permet de tirer la performance en posant de grandes batailles très ambitieuses. Et donc, une utilité des OKR est d'améliorer la performance de ces équipes en les poussant à se dépasser sur les grandes batailles du monde. Et puis, une troisième utilité, ou grande famille d'utilités, alors les OKR, ça peut être très utile tel quel, mais ça peut être aussi très utile dans les contextes de transformation agile, transformation du management, parce que ça permet d'aligner la fabrication sur la stratégie qui est posée par le management. Alors dans ces contextes de transformation, on parle beaucoup, il y a un thème qui est récurrent qui est l'autonomisation des équipes. C'est-à-dire qu'on va poser la stratégie, on va laisser les équipes amener leurs propres solutions et s'animer autour de ces solutions. Mais attention, autonomie ne veut pas dire chaos. Et autonomie ne veut pas dire faites ce que vous voulez, finalement on s'en fiche, on vous donne les clés. Donc il y a bien une stratégie qui est posée et un alignement de ces équipes derrière la stratégie. Et donc les OKR est un très bon moyen dans ces paysages de transformation d'aligner l'action des équipes, la fabrication sur la stratégie qui est posée par le management, tout en garantissant une autonomie d'action qui est toujours bienvenue quand on parle d'agilité ou dans ces paysages de transformation. Voilà, l'illustration que vous pouvez voir sur cette slide, c'est un dessin qui vient de Spotify, que vous connaissez peut-être. Spotify qui a beaucoup écrit sur la transformation, les bonnes pratiques de transformation agile. Ce qu'on va se dire, c'est que quand on fait la revue des OKR,
60-70% d'atteinte d'un KR, c'est généralement très bien. C'est un bon objectif. On ne peut pas atteindre 100% d'un KR. Traditionnellement, on va dire que si on a atteint 100% de son KR, c'est que le KR qu'on a posé n'est pas assez ambitieux, ou l'objectif n'est pas assez ambitieux. Donc 60-70% d'atteinte, c'est un bon seuil de réussite associé à chaque KR. Il ne faut pas oublier que les OKR, ce n'est pas un outil de revue de performance. C'est un outil de management et un outil de motivation. Donc, finalement, c'est plus le sens que prend l'évolution des KR qui est important, beaucoup plus que la valeur en elle-même du KR. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier non plus l'apport de Monsieur Edwin Locke dans la définition et les bases de la méthodologie OKR. Donc, c'est pour ça qu'on dit que voilà, 60-70% de l'atteinte d'un KR, c'est un bon seuil de réussite. Voilà, si on peut résumer ces quelques minutes passées ensemble, bien les OKR, c'est un outil de management, c'est un outil d'alignement des équipes sur la stratégie, c'est un outil de motivation, ça n'est pas un outil de revue de performance. Ça ne veut pas dire que la revue de performance, c'est pas utile ou c'est pas bien. C'est très bien, c'est très utile, mais ça n'est pas le but des OKR. Et ça n'est pas un outil de contrôle. C'est même plutôt l'inverse. On est plutôt dans un outil de management au sens noble, c'est-à-dire d'imprimer une direction et d'emmener des équipes, l'action d'équipe vers cette direction. Voilà, j'espère que ça a été instructif. Merci pour ces quelques minutes passées ensemble et à très bientôt pour parler de OKR.